Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire AJCAP et Tiller. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu évidemment trésorerie, comment protéger la trésorerie de son restaurant, mais également on va découvrir un petit peu les nouvelles tendances du marché de la restauration qui est en pleine mutation. Alors avant de commencer un petit peu ce webinaire, on va juste faire un petit test de son, si c'est OK pour vous, si la vidéo est OK pour vous. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat ou si vous avez un quelconque problème, voir si on peut continuer. Un petit message et le bienvenu pour nous dire si vous nous entendez tous bien, si vous voyez bien les slides. Ouais, je vois que ça tape. Voilà, parfait. Merci Jean-François. Ça m'a l'air beau. OK, parfait. Bon. Ça marche super. En tout cas, bonjour à tous, bienvenue. Rapidement, par rapport à ce webinaire, donc comme d'habitude, ce webinaire va être enregistré. Vous allez recevoir le replay par mail ainsi que la documentation, la présentation qu'on utilise ici. Petite précision quant aux colonnes de chat et de questions, on vous invite à utiliser la colonne de chat pour commenter ce qui se passe si jamais vous avez des réactions par rapport à la présentation ou à ce qu'on peut dire. Et garder la colonne questions pour y faire figurer toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport à votre cas, par rapport à ce qui est évoqué, et on les traitera à la fin. Au programme aujourd'hui, deux approches vraiment différentes. Donc la première, comme je disais tout à l'heure, on va voir un petit peu comment protéger sa trésorerie. Qu'est-ce que nous, du côté d'Agicap, on va vous suggérer pour vraiment sécuriser votre cash disponible. Et dans un deuxième temps, on va voir avec Alexis les différentes tendances du marché qui a beaucoup bougé sur les derniers mois et voir quelle tournure ça prend et qu'est-ce que vous pouvez préparer un petit peu de votre côté. Et enfin, après les témoignages de Quentin, on aura un moment questions-réponses pour pouvoir échanger avec vous si vous avez encore des interrogations par rapport à tout ce qu'on a pu expliquer. Alors les speakers, rapidement, je me présente. Moi, je suis Frédéric Bernard. Je suis en product marketing chez Agicap et j'aide donc les restaurateurs à piloter leur établissement avec une vision cash. Alexis, je te laisse te présenter. Yes. Merci Frédéric, enchanté. Donc moi je suis Alexis Garcia, je suis le responsable des partenariats chez Tiller Systems que je vais présenter très rapidement juste après. Et donc, au guest, Quentin, je te laisse te présenter Ouais. aussi. Moi, c'est Quentin, du coup. Moi, je suis entrepreneur. J'ai plusieurs affaires, donc notamment les deux plus grosses, c'est Gross Tribe, où on fait de la formation sur les compétences digitales. Ça, c'est une entreprise européenne qui est assez, où on a 100 collaborateurs, donc c'est assez gros. Et la manufacture, restaurant toulousain, surtout dans la pizzeria. On a 4 établissements à Toulouse. On fait une ouverture à Montpellier là, ce mois-ci. Et voilà, on livre on sait quoi. Non, on fait à peu près 20 000 repas par mois dans nos établissements, 60% sur place et on avait 40% en livraison avant la crise. Je dis un petit mot sur Christophe qui devait se joindre à nous pour ce webinaire, pour co-animer en guest avec Quentin. Christophe, donc, qui est le fondateur et le gérant du Café 203 à Lyon. Donc, malheureusement, on ne pourra pas avoir son témoignage aujourd'hui, mais je vous inviterai à me contacter. Je vous laisserai mes coordonnées si vous voulez que je vous envoie un replay d'un précédent webinaire qu'on a déjà fait avec lui sur sa vision des choses, si ça intéresse certains restaurateurs qui sont basés à Lyon. Avec grand plaisir pour vous partager son témoignage ultérieurement. Ça marche, super. Merci. Voilà, en tout cas, désolé, il va nous manquer un guest aujourd'hui, mais on aura Quentin qui pourra répondre à toutes nos questions plus tard. Alors, Tiller, Alexis, tu peux nous dire juste un petit mot sur Tiller, ce que vous faites? Alors très rapidement, ouais, bien sûr, Tiller, on est très connu comme un système de caisse enregistreuse sur iPad. En réalité, on est un petit peu plus que ça. On est une suite d'outils à destination des restaurateurs qui va bien sûr comprendre la caisse enregistreuse, l'outil de back-office pour faire tout ce qui est analyse de revenus, automatisation de comptabilité, des choses vraiment pour simplifier la partie administrative de votre métier de restaurateur, d'entrepreneur, et toute une partie intégration avec les différents acteurs dans un acteur food tech, pardon, dans un but vraiment de pouvoir vous permettre d'avoir en un seul outil accès à tout ce que vous utilisez quotidiennement, comme The Eats, La Fourchette, Lydia pour le paiement, etc.
Super, merci. Et de notre côté, Agicap, nous, on est un logiciel SaaS de gestion de trésorerie en ligne. En fait, on aide aujourd'hui plus de 2000 entrepreneurs à automatiser leur suivi de trésorerie plutôt que de le faire sur Excel. Voilà, donc notre offre s'axe en 3 points principaux. Donc, premier, suivi de trésorerie avec une synchro bancaire et une catégorisation des flux automatisés pour vous permettre de suivre en temps réel la trésorerie et tout votre cash disponible. La deuxième partie, ça va être la partie prévisionnelle avec une intégration avec les différents outils que vous utilisez et bien entendu un outil de projection avec des scénarios pour vous permettre de mieux anticiper et construire votre prévisionnel de trésorerie. Et enfin, toute une dimension reporting et collaboration pour intégrer le cash et la vision cash au cœur de votre stratégie. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu comment faire face à la crise, même si c'est un sujet qu'on a déjà pas mal abordé. On va rentrer dans d'autres perspectives aujourd'hui. Donc rapidement, pour refaire le point sur la situation, pas la peine d'expliquer le pourquoi du comment de la crise aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que c'est une crise sans précédent avec un impact particulièrement fort sur le secteur de la restauration. Il y a aujourd'hui beaucoup de dispositifs de financement, de dettes, etc., qui ont été mis en place pour soutenir l'activité. Il y a aussi beaucoup de mouvements d'actualité qui finalement vont déboucher vers une reprise d'activité douce. Donc on aura le temps de voir un petit peu toutes ces tendances aujourd'hui avec Alexis. Et en tout cas, on vous invite aujourd'hui à replacer la gestion de votre trésorerie au cœur de votre stratégie, de vos pratiques, de finalement redonner de l'importance à cette méthodologie qu'on laissait peut-être parfois un peu de côté pour certains. Voilà. Alors, du côté d'Agicap, d'un point de vue trésorerie, nous, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment une démarche itérative en 4 points pour sécuriser votre trésorerie. Premier, ça va être évaluer l'impact de la crise et justement vous projeter avec des scénarios à 3, 6, 12 mois avec une temporalité qui diffère pour être capable d'imaginer même le pire. On vous invite vraiment à être hyper conservateur et voir en fait, même quitte à imaginer des scénarios qu'on ne veut pas voir, il faut absolument vous projeter pour avoir une meilleure vision de l'impact réel de l'actualité. Deuxième point, la réduction des coûts. On va voir dans un deuxième temps juste après une méthode simple qu'on a mis en place pour vous aider à réduire toutes vos charges au maximum de la manière la plus fine possible. Bien entendu, il y a aussi d'autres leviers qu'on a suggérés parmi d'autres webinaires pour vous aider à couper des charges potentielles compte tenu des mesures qui ont été mises en place. Je pense au gel de l'URSSAF, au décalage des remboursements bancaires, etc. Mais je pense qu'on a déjà beaucoup traité ce sujet-là. Dans tous les cas, on a des replays de webinaires disponibles à ce sujet-là si besoin. Enfin, troisième point, les financements. C'est un levier qu'on vous invite à exploiter au maximum. C'est avec toutes les mesures qui ont été mises en place, que ce soit par l'État, par la BPI, etc. Vous avez une aide qui a été rendue beaucoup plus accessible et on vous invite à tirer vraiment sur ce levier-là par une question de confort entre guillemets et surtout pour anticiper une période qui est vraiment incertaine. Et comme on peut rien garantir aujourd'hui, on privilégie les rentrées de cash de ce type-là. Et dernier point, bien entendu, l'optimisation des revenus. On en parlera avec les tendances aussi, comment surfer les tendances, comment s'adapter à un marché qui bouge beaucoup, s'adapter à l'imprévu, comment être particulièrement agile. En tout cas, nous, on vous suggère vraiment de réinventer votre modèle, de définir comment vous pouvez aujourd'hui apporter de la valeur à vos prospects, à vos clients. Au court terme, sachant que les besoins et les nécessités sont en pleine mutation. Voilà. Alors, pour ce qui est de la méthode de réduction des coûts, on a établi une méthode très très simple, elle est en 3 points. Le premier, faites un audit complet de vos dépenses et catégorisez-les. C'est-à-dire concrètement, vous prenez les 3 derniers mois de vos écritures bancaires, vos relevés bancaires, vous les épluchez et vous devez être capable d'analyser toutes les dépenses que vous avez eues. Bien entendu, les encaissements, on va faire là une fixation sur toute la partie décaissement, qu'elle soit petite, grande ou conséquente, ou plus ou moins conséquente. Dans tous les cas, épluchez tous vos relevés bancaires. Deuxième point, il va falloir identifier les couches d'économie potentielle, c'est-à-dire que au milieu de toutes ces écritures-là, qu'est-ce qui a un vrai impact pour vous? Qu'est-ce qui va vous permettre de gagner du cash à court terme ou pas? Donc, bien entendu, une fois que vous avez analysé et vous avez une vision un petit peu plus claire des différentes économies que vous pouvez faire, on va vous inviter à les
prioriser. Donc, comment les prioriser? On a mis en place une petite matrice très simple avec de côté ordonné un impact sur la trésorerie. Est-ce que ça va avoir un impact immédiat ou à long terme? Et en abscisse, est-ce que ça aura un impact important sur l'activité ou plus ou moins neutre? Et bien entendu, il y a aussi une notion de profondeur d'économie. Est-ce que c'est une économie majeure ou est-ce que c'est une économie faible? Est-ce que c'est une petite économie récurrente, etc. Donc on a mis 2-3 exemples ici. Je pense notamment au gel des extras qui bien entendu a un impact immédiat sur la trésorerie, mais un impact aussi fort sur l'activité. Et à contrario, la suppression d'abonnements inutilisés, ça va vous permettre de grappiller un petit peu des sorties d'argent récurrentes qui n'ont pas d'intérêt aujourd'hui pour vous et surtout à court terme. Voilà, donc on vous invite vraiment à mapper tous les coûts, tous les décaissements que vous avez pour en mesurer l'importance pour votre activité. Et à partir de là, vous pouvez découper et sortir petit à petit les coûts. Donc c'est très méthodique et c'est ça qui va faire la valeur et vous pouvez aller jusqu'à 10, 15, 20% d'économie sur vos décaissements. Enfin, la partie scénario, donc pour que ça soit un petit peu plus clair, je vais basculer sur Agicap. Hop. Ok, voilà. Donc bienvenue sur rapidement. Alors je passe par notre outil juste pour que ça soit plus simple visuellement. Ce que je vais vous montrer ici, c'est absolument réalisable sur Excel. Et d'ailleurs dans l'arborescence qu'on va utiliser, je vous l'enverrai dans le mail avec le replay pour que vous puissiez vous en servir d'exemple ou la réutiliser. Voilà. Du coup, juste pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, on a la courbe de trésorerie en bleu ici, vous avez le réel et les objectifs avec en vert les encaissements, en rouge les décaissements, rouge foncé les décaissements réalisés, engagés, et en vert les encaissements. Voilà, donc on va être sur un scénario assez réaliste ici, vous avez le détail de tous vos encaissements ici par exemple, et les décaissements. Quand je parlais de granularité tout à l'heure pour la découpe de vos décaissements, par exemple, on peut faire la même avec les encaissements, c'est vraiment de catégoriser, sous-catégoriser. C'est-à-dire que vous devez être synthétique et à la fois précis. Donc, ça peut sembler contradictoire, mais en fait, nous, ce qu'on vous invite, c'est vraiment d'avoir une vision la plus analytique possible. Par exemple, là pour les livraisons, vous pouvez découper un petit peu le chiffre d'affaires, de quel canal est-ce qu'il est issu, idem pour les fournisseurs, pour les rémunérations, etc., etc. Donc, bien entendu, je vous partagerai cette arborescence, mais on vous invite à être le plus synthétique possible. Il faut que ça ait de la valeur cette granularité. Il faut qu'en la repassant, vous soyez capable d'analyser tous vos frais. Rien ne doit être mis de côté, mais pour autant, c'est pas la peine de trop rentrer dans le détail non plus. Voilà. Alors, deuxième point, du coup, ce que j'allais évoquer, c'était vraiment une partie scénario. Ce qu'on vous invite à faire, nous, c'est être le plus agile possible sur vos projections, sur votre prévisionnel de trésorerie. On est dans une incertitude beaucoup trop forte aujourd'hui pour pouvoir se contenter d'espérer que ça va bien fonctionner. Donc là, je vous ai créé 2 scénarios assez basiques. Je vous invite à vraiment multiplier les types de scénarios en fonction de votre activité et en fonction du contexte et de ce que vous avez ce que vous avez entamé comme démarche, etc. Donc là, c'est tout simple. Le premier scénario, c'est un worst case. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? C'est qu'on ait une baisse des revenus. Donc en exploitation, on a quasi rien et en livraison, on a très très peu. Donc ça peut fonctionner à très court terme sur 1-2 mois, mais si on prolonge ça jusqu'au mois de décembre, ça va être très très compliqué. Bien entendu, qui dit baisse de chiffre d'affaires dit aussi baisse des charges. Donc là, on a gelé par exemple le loyer sur les 3 premiers mois. Chose que vous pouvez vous permettre de faire. Idem avec la téléphonie, par exemple. Vous pouvez couper tout ce que vous avez, réduire en tout cas la voilure sur beaucoup de frais que vous pouvez rencontrer dans votre exploitation. Donc bien entendu, l'assurance des locaux, etc., c'est des choses que vous ne pouvez pas couper. On s'est permis aussi de couper l'URSSAF. Voilà, sur les 3 premiers mois. Il y a toute la partie salaire. On vous invite pas forcément à licencier. Pour nous, c'est pas une solution, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place avec le chômage partiel et qui vous permettent de récupérer, comme on l'a mis dans l'exemple ici, du cash au fur et à mesure. Donc typiquement, ça c'est un scénario donné. On peut faire
le test avec un autre type. Donc, ça va être le best case. Là, qu'est-ce que ça va être? Typiquement, l'apparition d'un prêt bancaire, donc bien entendu un PGE, en l'occurrence, qui arrive au mois de juin en étant conservateur dans le sens où si, par exemple, les délais sont rallongés, etc., au moins dans votre prévisionnel, vous avez prévu d'intégrer un financement bancaire. Et comme vous pouvez le voir, évidemment, la courbe de trésorerie n'a absolument rien à voir avec le scénario précédent. Donc là, on est sur une base de 2 scénarios hyper simples. On a le best case, le worst case. On vous invite à faire un maximum de scénarios avec toutes les données que vous pouvez avoir. Donc que ce soit d'ailleurs aussi sur Excel, sur un Agicap, sur un autre outil. N'hésitez pas à être hyper agile avec toutes vos projections et à essayer en fonction de votre cas et de votre activité plusieurs scénarios pour vous aider finalement à prendre des décisions fondées aujourd'hui. Voilà, je vais rebasculer sur la présentation. D'ailleurs, à ce sujet-là, donc c'est un point de vue agilité et pilotage de trésorerie. Est-ce que, Quentin, tu pourrais nous en dire un petit peu plus de ton côté, comment toi, tu as été impacté par le confinement? Qu'est-ce que tu as fait pour pallier un petit peu aux contraintes? Ouais, bien sûr. Bon, je vois le chat là à droite, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein, je serai assez transparent, comme ça sera peut-être un peu interactif. Donc nous, alors je vais revenir sur le business. Moi, je suis associé avec un copain d'enfance, hein, où on a chacun 50% des parts. On a créé notre premier restaurant il y a à peu près 4 ans, en 2016. On a repris une affaire dans le centre de Toulouse qui s'appelait déjà La Manufacture. Donc, nous, on l'a repris. Ça a très bien marché depuis le début. On a très vite grossi, c'est-à-dire qu'on on a ouvert 3 autres établissements dans les 3 années suivantes. Nous, on fait de la pizzeria, donc c'est de la pizzeria traditionnelle et italienne, c'est-à-dire quand même avec c'est pas Domino's quoi. J'espère qu'il y a personne de Domino's d'ailleurs. Mais voilà. Après, du coup, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait plutôt. On fait 20 000 repas à peu près par mois. Nous, le confinement, ouais, comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a le confinement qui est arrivé, hein, le 15 mars, l'annonce. Le soir, du coup, on a dû tout fermer. Ça a été vraiment très compliqué de comprendre ce qui allait se passer. Dès qu'on a appris comme quoi on pouvait ouvrir en livraison, parce qu'au début on savait pas si jamais ça allait être autorisé ou pas, quand il y a eu l'annonce, donc la livraison, on a eu Uber qui nous a écrit un message donc dans les 3-4 heures après, on a voulu donc du coup donc faire appel dans un premier temps au chômage partiel, puisque de toute façon on a quand même 60% de notre chiffre se fait en salle, donc tous les serveurs, les plongeurs bien sûr, on les a tous arrêtés directement. Après, au niveau, il y a beaucoup moins de commandes, donc du coup, on a aussi mis à peu près la moitié de l'effectif qui était en cuisine au chômage partiel. Au total, c'était à peu près 70% de l'effectif en moins. Donc, nous, c'est la première chose qu'on a fait déjà. Et puis après, on a voulu voir sur la livraison comment ça allait être sur Uber Eats. Donc là, j'ai une question, super. Actuellement, vous faites de la livraison? Oui, là, actuellement, on fait toujours de la livraison. Nous, il faut savoir qu'on avait 40% de notre chiffre d'affaires avant en livraison. On est aussi en exclusivité avec Uber Eats. Donc, je dis pas que c'est les meilleurs ou les choses comme ça. C'est juste que nous, on a construit, en fait, depuis 3 ans, on a construit une relation avec Uber Eats en exclusivité. Donc, on a bien sûr quelques bénéfices, c'est-à-dire qu'on va être mis en avant ou les choses comme ça. On fait partie des plus gros sur Uber Eats parce qu'on a joué la carte, en fait, de Uber Eats. Je pense que je ne sais pas si d'autres l'ont fait dans d'autres régions avec Uber Eats, Deliveroo ou un autre partenaire. Bon, nous, c'est la stratégie qu'on a fait. Après, on a d'autres personnes qui ont pris plusieurs plateformes de livraison aussi. Ça dépend. Donc c'est comme ça qu'on a fait. La première semaine, donc là une question sur les pourcentages. Les 2 premières semaines, franchement, les livraisons c'était la folie. C'est-à-dire que on a dû reprendre les personnes en cuisine puisque on avait le double de livraison Uber Eats sur les 2 premières semaines. Donc, et la raison pour laquelle, je pense, c'est que sur 300 restaurants à Toulouse qui étaient sur Uber Eats, il n'y en avait plus que 80. Donc, je pense c'est surtout, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup plus de personnes, de clients sur Uber Eats, mais je pense que vraiment l'offre on était les seuls. Donc, du coup, on a eu 2 fois plus de livraison via Uber Eats. Donc, ça veut dire que sur les 2 premières semaines, on a perdu à peu près 20% de notre chiffre d'affaires, tout en gardant
prenant conscience que on a quand même les coûts de livraison, hein, donc c'est-à-dire que sur ces 80% de pertes, on a un coût qui est plus important puisqu'il faut payer la commission à Uber Eats. Donc c'est-à-dire que nous, on était à une capacité où on perdait de l'argent du coup sur les 2 premières semaines, mais on ne perd pas tant que ça, rien qui allait vraiment nous, enfin on pouvait survivre si jamais c'était comme ça pendant 2 à 3 mois. Après ça, quand même, ça c'est vraiment là aujourd'hui. On est sur un chiffre d'affaires, une perte de entre 30 et 40% par rapport à il y a 2 mois. Il y a beaucoup de restaurants qui ont réouvert, notamment les gros, hein, comme KFC ou McDonald's ou les choses comme ça, qui eux, vraiment, ils prennent quand même pas mal de parts de marché sur Uber Eats. Donc là, aujourd'hui, on est à peu près là-dessus. Nous, c'est comme ça. Donc, on a vraiment, dès qu'on a eu le confinement, l'annonce du confinement, on s'est focalisé sur la livraison via Uber Eats. On a ouvert en même temps 4 restaurants virtuels, donc 4 marques virtuelles dans le dernier mois, pour pouvoir essayer de remonter un peu, pour pouvoir compenser encore la perte d'exploitation. Donc, il faut savoir que nous, on fait de la pizzeria en majorité, mais on a des grosses cuisines, c'est-à-dire qu'on a un restaurant qui fait 150 couverts, par exemple, à Toulouse, qui est quand même très gros, donc c'est-à-dire qu'on a une grosse cuisine. Et donc, du coup, on fait dessus, on a des marques virtuelles, donc on a un bar à pâtes, on a un bar à hamburger, et on a une pizza, et on a 2 pizzerias dans un établissement, par exemple. Donc, nous, on a pu garder un peu de chiffre, donc on a entre 30 et 40% aujourd'hui de chiffre en moins, avec un coût qui est toujours qui est quand même important. On a reporté toutes les charges URSAF, les choses comme ça, mais voilà, donc on perd de l'argent, mais pas trop. Et du coup là sur la question, mes pistes pour d'économie, nous c'est un peu comme tout le monde, je pense, hein, donc on a fait appel avec l'expert comptable et les banques, donc on a fait des demandes de PGE. Bon, il faut savoir qu'on a une entreprise plutôt qui est en bonne santé, c'est-à-dire qu'on a les capitaux propres qui sont positifs, on a les fonds propres pardon, qui sont positifs, on avait un bénéfice à la fin de l'année, donc sur une société, un bénéfice à l'équilibre, on va dire, mais quand même un bénéfice. On a essayé de faire les prêts garantis par l'État via la banque. On a fait une première demande à hauteur de 20% du chiffre d'affaires, puisqu'on voulait juste renflouer la trésorerie sans trop se préoccuper en fait de la trésorerie. Vraiment, c'était notre première demande. Elle a été refusée par la banque puisqu'ils pensaient qu'on n'allait pas avoir la capacité de remboursement. On a fait un appel à un médiateur qui n'a pas servi à grand chose, pour être honnête. On a fait une deuxième demande à 13%. Le dossier, il est quand même assez costaud. Là, aujourd'hui, ils nous ont demandé énormément de pièces, comptables, des choses comme ça. J'ai fait les prévisionnels avec Agicap et tout. D'ailleurs, c'est vraiment bien là-dessus. Ça m'a vraiment aidé beaucoup pour pouvoir le montrer au banquier. Il était vraiment très content. Une deuxième demande à hauteur de 13% de notre chiffre d'affaires de l'année dernière a été pas refusée, mais ils nous ont dit, bon, d'accord, mais il nous faut le bilan 2019. De la d'une des sociétés qu'on avait. Il manque un bilan qu'on n'avait pas encore sorti. Donc là, on essaie de sortir le bilan et puis on verra si on peut l'avoir ou pas dans les 2 semaines quand le bilan sortira. Donc voilà, nous, c'est vraiment les pistes. Donc ça, c'est pas sur les économies, c'est le financement. Sur les économies, franchement, c'est vraiment URSAF, on a tout repoussé. Chômage partiel, on est vraiment en sous-capacité aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que les équipes en place, là, aujourd'hui, elles ont beaucoup plus de boulot que ce qu'elles ont normalement. Bon, les équipes sont super. Hein. C'est souvent les responsables de restaurants, d'ailleurs, qui s'y collent. Mais voilà, on est en sous-capacité aujourd'hui. Sur les loyers, on n'a pas encore repoussé les loyers. La raison pour laquelle, c'est qu'on a 2 qui sont en location-gérance. Location-gérance, ça fait pas partie des choses qu'on peut reporter. EDF, GDF, on n'a pas pu le faire, de le repousser parce qu'il faut une perte, je crois, de 70% du chiffre d'affaires, ce qu'on n'a pas. Donc ça, on peut pas le repousser non plus. Sur les 2 petits loyers, on les a pas fait encore, mais on a 2 petits loyers où on va peut-être le faire, on ne sait pas encore. Mais après, les économies, aujourd'hui, c'est vraiment le chômage partiel, c'est vraiment la principale piste d'économie qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. T'as ton micro qui est éteint. Pardon, j'étais en train de remercier Selman pour ses questions. C'est exactement les questions que j'avais prévu de poser. Donc, merci Selman. On pourra animer ensemble le prochain. C'est top. En tout cas, ouais, merci Quentin. C'est hyper clair. J'espère que ça éclaire un peu aussi tout le monde sur les différentes possibilités d'économie, ce qu'on disait sur la réduction des coûts et bien entendu sur la projection, les scénarios pour les échanges avec vos interlocuteurs
financiers, et que ce soit vos investisseurs ou vos banquiers, il faut toujours avoir la vision la plus claire des mois qui viennent et surtout être capable, et bien entendu, de justifier un remboursement, etc. Donc, merci beaucoup. Alexis, je te passe la main du coup sur les tendances pour qu'on rentre un petit peu plus dans ce sujet. Ouais, super. Bah déjà, merci Frédéric et merci Quentin pour les explications. Merci Selman aussi pour les questions. C'était très bienvenu. Moi, ce que je vous propose de faire très rapidement, sans nous inonder de données ou quoi, c'est de faire un petit état des lieux avec vous, vous donner un petit peu les chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé dans la restauration depuis le début du confinement? Alors, pourquoi c'est moi qui vous parle de ça aujourd'hui? Très simplement parce que forcément, en tant que fournisseur de solutions d'encaissement pour restaurateurs, et aujourd'hui, ayant un certain nombre de clients, notamment en France, on voit exactement tout ce qui se passe, tout ce qui s'enregistre, quel type de commande, etc., sur quel type d'établissement. Donc, on arrive très facilement à pouvoir sortir tout ça. Donc là, c'est vraiment en se basant sur nos clients à nous, basés en France. Hein, c'est pas du tout. Je pense que c'est représentatif de la restauration, mais voilà, on va surtout se baser sur notre base de clients à nous. Première slide que je vous invite à regarder, premier graphe plutôt, c'est celui qui est juste à gauche, qui témoigne un peu jour par jour des ouvertures de restaurants à partir donc du 16 mars. Vous pouvez voir, donc là, je crois que l'annonce du confinement exact, c'était le 17, il me semble, le tout début. Donc, je vous invite à vous pencher dessus. Alors, vous pouvez constater des pics dessus sur le nombre d'ouvertures qui correspondent tout simplement à des dimanches. Donc, excluez-les, oubliez les pics bas. Regardez surtout tout ce qui se passe au niveau des tendances, au niveau de la ligne médiane. Ce qu'on voit assez facilement en fait sur ce graphique, c'est que dans un premier temps, les premiers jours qui ont suivi après l'annonce du confinement, tous les restaurants ont simplement cessé leur activité de manière assez nette. Hein. On voit que la descente est assez brusque. Ça s'explique tout simplement. Je pense qu'après, Quentin, tu pourras commenter, mais c'est surtout pour se concentrer sur tout ce qui est demande d'aide, gérer tout ce qui est lié au chômage partiel, etc. Tout ce qui va vraiment être lié à la gestion de crise sanitaire pour les établissements. Et ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'au fil des jours, toujours en excluant les pics, hein, bien sûr, comme je vous l'ai indiqué, on peut voir que petit à petit, on voit quand même que les restaurants remontent, commencent à rouvrir. On enregistre à nouveau de l'activité. Donc ça, c'est très bien. Hein, ça explique que tout simplement les restaurateurs s'accrochent au maximum au business, essayent de trouver des solutions. Alors bien sûr, il y en a pour qui c'était déjà un petit peu plus évident. Pour ça, je vous invite à regarder le deuxième graphe du coup sur la partie droite en haut, où là, on va s'intéresser un petit peu au nombre de commandes effectuées, ce que nous, on arrive à capter aujourd'hui. Alors, c'est très simple. Hein, pour obtenir ces chiffres, on s'est basé sur 100 restaurants qui étaient déjà ouverts l'année dernière exactement à la même époque. Et on peut comparer donc du coup le pourcentage de commandes qu'on a en commun. Donc, sur la semaine 0, on est à 89% de commandes, hein, quasiment autant que l'année dernière à la même période. C'est normal, hein, le confinement n'était pas encore, voire tout juste annoncé, donc ça se maintient un peu. Évidemment, on peut voir tout de suite, donc semaine 1 et semaine 2, une chute très brutale entre la semaine 0 et la semaine 1, un peu moins entre les deux premières semaines. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'à partir de la semaine 3, donc là, on en est à la semaine 5 ou 6, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on constate une légère augmentation. Je crois qu'aujourd'hui, on culmine à peu près à 17% de commandes. Donc, on voit quand même que la tendance est à la hausse, que l'activité quand même, que les restaurateurs s'accrochent, que l'activité se maintient dans une certaine mesure. Et tout ça, c'est très simple. Hein, ça nous permet tout simplement de réfléchir un petit peu aux moyens mis en place en ce moment. Je pense qu'ils sont très évidents pour la plupart d'entre vous. C'est forcément, comme l'a dit un petit peu Quentin tout à l'heure, la livraison qui reste un gros moyen pour maintenir l'activité. Alors pareil, on regarde en fonction des semaines. Hein. Semaine 0, donc vous pouvez voir, on va dire que c'est vraiment juste avant le début du confinement. C'est relatif, on va dire, c'est par rapport à ce que nos clients font habituellement. On a en général, ce que vous voyez en jaune, c'est les commandes à table, on va dire les commandes classiques, donc quand un restaurant est ouvert, qui représentent 90%, et 10%, on va dire, de vente à emporter, en livraison plutôt. On voit au fil des semaines que la tendance, évidemment, cède complètement la part. On n'a plus du tout de commandes en jaune sur place, et que petit à petit, la part de vente à emporter, livraison, commence à vraiment prendre le pas dessus. Donc, c'est surtout le cas en semaine 2. Donc, je pense que c'est un petit peu ce que tu as expliqué tout à l'heure aussi, Quentin, ce que tu as pu observer, l'espèce de pic qu'il y a eu de commandes en livraison qui, après, s'est laissé un petit peu plus de place. Et ce qu'on peut voir dessus, c'est justement que ce modèle de livraison a laissé de plus en plus la part à de la vente à emporter.
Donc, c'est là que tout de suite, on peut se demander pourquoi un petit peu. Il y a quelques pistes pour ça. Donc, j'enchaîne du coup notamment sur la livraison. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est pas non plus, il n'y a pas un pic d'activité pour les plateformes. Hein. Au contraire, il y a beaucoup moins de commandes que d'habitude. Il y a quand même un monopole, hein, bien sûr, des plateformes sur tous les autres types de commandes, comme on vient de le voir. Néanmoins, on pourrait se dire aussi que beaucoup de restaurants qui ne faisaient pas de livraison ont commencé à le faire via les plateformes. C'est le cas pour certains établissements, mais c'est pas une majorité puisque depuis le début du confinement, l'ensemble des plateformes n'a enregistré que 7% d'activation supplémentaire sur la vente grâce à leur plateforme. Donc, ce qui n'est pas non plus une explosion. On aurait pu s'y attendre, mais pas tellement. C'est surtout aujourd'hui un moyen efficace pour les restaurants qui étaient déjà utilisateurs, qui avaient déjà ce process dans leur établissement. Pour eux, d'ailleurs, ça a été notamment une bonne opportunité pour maintenir un minimum d'activité en étant en staff réduit. Également, pareil, par rapport à tout ce qui, ne serait-ce que tout ce qui est lié aux matières premières disponibles, c'était aussi un moyen d'écouler un petit peu les stocks en simplifiant la carte, hein, tout simplement. Néanmoins, ce qui peut, à mon avis, éclairer sur le fait que ce ne soit pas perçu non plus comme une solution miracle, c'est que malheureusement, ces moyens de livraison ont quand même certaines limites. On n'est pas à l'abri, donc là on nous parle d'un déconfinement progressif à partir du 11 mai, on n'est pas du tout à l'abri d'avoir un autre pic à un moment où que la situation tende à évoluer, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, Frédéric l'a dit aussi, on continue d'avancer quand même avec une certaine part de flou. Donc on reste quand même dépendant de livreurs, de plateformes qui du jour au lendemain peuvent dire bah voilà, on arrête de livrer, c'est plus possible, on n'envoie plus des personnes chez les gens en ce moment. Et également, il peut y avoir un risque aussi lié si la demande en adhésion continue d'augmenter. C'est pas alarmant aujourd'hui, hein, je précise, mais si jamais ça continue de progresser, on peut avoir un risque d'augmentation des commissions, ce que, à mon avis, je ne pense pas être le plus certain, à mon avis. En revanche, on peut tout à fait avoir sur certains restos, notamment ceux qui étaient déjà ouverts et qui tournaient déjà avec ces plateformes, il peut y avoir un risque de perte de référencement. Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus qu'on attire votre vigilance sur tout ce qui est mode de livraison. Toutefois, il existe quand même plusieurs alternatives, donc notamment, on l'a vu tout à l'heure sur le graphe avec la part de commandes qui était de plus en plus grattée par la vente emportée. On estime qu'aujourd'hui, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de restos, ça reste un moyen assez efficace pour maintenir l'activité, dans le sens où déjà, grâce à l'annonce du déconfinement progressif du 11 mai, les gens vont commencer à ressortir de chez eux, à passer devant les enseignes des restos. Je vois autour de chez moi, ne serait-ce que je vois pas mal de restaurants qui affichent bien le fait qu'ils sont ouverts, qui commencent à faire un petit peu de vente à emporter, la prise de commande directement depuis l'extérieur. On récupère la commande, on s'en va, voilà, avec le respect des gestes barrières, bien entendu. Donc ça peut déjà être un super moyen aussi de vous montrer, profiter de ce déconfinement progressif. Bien sûr, donc on l'a dit tout à l'heure, mais le but aussi, c'est de retrouver une certaine part d'indépendance vis-à-vis des plateformes, revaloriser votre fonds de commerce par la même occasion, limiter bien sûr les coûts, parce que très souvent sur les différentes solutions que vous allez pouvoir trouver si vous souhaitez faire si vous voulez faire du click and collect, hein, donc de la vente à emporter en ligne, très souvent vous n'avez pas de modèle de commission en plus, c'est souvent de l'abonnement par mois. Et surtout, ça vous permet de doucement mais sûrement relancer votre activité avec une ouverture qu'on espère dans une certaine mesure, bien évidemment, pour les restos entre début et fin juin. Donc voilà. Également, il y a d'autres pistes qui existent dont je pense qu'il est important de parler, même si c'est peut-être pas forcément des solutions très long terme. Mais n'hésitez pas à faire appel à votre communauté de clients, puisque pas mal d'acteurs du digital aujourd'hui mettent en place des plateformes qui permettent à vos clients, vous communiquez dessus, et vos clients peuvent acheter en fait des bons d'achat valables chez vous à la réouverture. Donc notamment, je prends l'exemple de Aidons nos restaurants, qui est l'initiative lancée par La Fourchette. Alors que vous soyez utilisateur de La Fourchette ou pas, vous pouvez tout à fait demain faire figurer votre restaurant dessus et en profiter pour communiquer votre présence à vos clients pour qu'ils puissent déjà commencer à acheter des bons dans votre établissement pour venir les consommer à la réouverture. Donc tout ça, c'est des moyens aussi qui vous permettent de générer un petit peu de trésorerie en ce moment pour essayer de gagner quelques semaines, peut-être quelques mois pour votre activité. Voilà en ce qui me concerne. Du coup, puisque c'est la partie témoignage, j'en profite. Est-ce que Quentin, toi, quel est ton ressenti, toi, par rapport à ça, par rapport à la livraison, ce que tu faisais avant, est-ce que tu avais aussi de l'emporter? Enfin, quel est
toi, ta vision sur, on va dire, la partie livraison, vente à emporter pour l'instant, c'est quoi? Alors, nous, on a toujours fait du emporter aussi. Ça représentait à peu près 5% de notre chiffre, je pense, avant. Pour ça, alors j'utilisais un outil qui s'appelait Gloria Food, qui s'appelle Gloria Food, qui nous permet d'avoir une application mobile et c'est du click and collect, hein, c'est-à-dire qu'après les gens en fait ils commandent, nous on a une tablette de l'autre côté où on reçoit les commandes, c'est exactement comme les plateformes de livraison, c'est assez simple à mettre en place. Donc on a ça, donc il y a pas mal de personnes à Toulouse, enfin on doit avoir 500 personnes qui dans toute la ville, c'est pas énorme, qui commandent via cette application, qui commandaient avant déjà via cette application. Aujourd'hui, je pense il y a des outils qui doivent être mieux. On l'utilise depuis 3 ans, ça. Mais voilà. Et après, aujourd'hui, on n'a pas fait du tout de promotion sur la vente à emporter, sur l'application mobile non plus. On a eu un peu de quelques commandes en plus, mais quasiment rien, quoi. Mais c'est uniquement des clients qui ont vu qu'on était ouvert dessus, qui nous utilisaient déjà. La raison pour laquelle on n'a fait aucune communication dessus, c'est qu'après, nous, on fait nos moyens de communication, c'est par email, par publicité Facebook surtout, c'est les deux, et par post Facebook. Et en fait, dès qu'on a dit comme quoi on restait ouvert, je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui ont dû avoir la même expérience, qui ont fait de la livraison, des choses comme ça. En fait, on s'est fait pas mal démonter sur les commentaires ou des choses comme ça. Il y a pas mal de justiciers qui disent comme quoi on met en péril les livreurs Uber Eats ou des choses comme ça. Donc nous, après, on a modéré pas mal, mais on s'est dit que si jamais on demande aux gens de sortir, on fait de la communication là-dessus, ça va être très compliqué. Donc on l'a pas du tout mis en avant. On l'a juste en gardé en fait pour les commerces, pour les entreprises qui travaillaient à côté, puis qui l'utilisaient avant en fait, des choses comme ça pour le midi. Comme ça, on n'avait pas besoin de gérer les paiements ou des choses comme ça au final. Mais voilà, c'est très faible. Par contre, pour le 11 mai, ça c'est quelque chose, c'est un des points. Dès qu'il va y avoir un déconfinement progressif, même s'il est progressif, là on va recommencer. Là, on va le mettre en avant et là on va communiquer énormément dessus. C'est un des points pour lequel, pour nous, on croit beaucoup en fait pour pouvoir nous aider en attendant la rouverture pour pouvoir gagner un peu de restaurants. Donc là-dessus, sur la vente à emporter, ouais, c'est comme ça qu'on fait. Ok. Et tu penses à d'autres canaux, toi, on va dire, de maintien d'activité pour tes restaurants ou tu penses rester sur ce modèle uniquement et essayer peut-être à la limite de renforcer un peu le côté communication, peut-être par rapport aux commentaires que tu avais, mettre plus en avant le fait que vous respectez à fond les gestes barrières. Je sais qu'il y a certains restos qui le font, notamment sur des stories Instagram, des choses comme ça, qui mettent en avant vraiment le côté où voilà, tout ce qui est fait dans l'établissement est complètement dans le respect des gestes barrières, et justement pour éviter un petit peu peut-être certains commentaires que tu peux avoir. Oui, oui, après ça, on l'a mis en avant au tout début, en fait. C'est-à-dire, justement, quand on avait tous ces commentaires ou des choses comme ça, on l'avait vraiment mis en avant. On a pris des vidéos pour montrer justement vraiment comment est-ce que ça se passait, que c'était vraiment sans contact. Donc là, on a vraiment on a communiqué un peu là-dessus. Mais après, non, après d'autres, oui, il y a la fourchette, on s'est inscrit dessus sur l'action, mais on l'a pas partagé après ni rien. C'est vrai que c'est pas mal ça, mais je sais pas si ça va marcher ou pas. Faudrait peut-être communiquer là-dessus, mais sinon, je vois pas d'autres moyens de reprise d'activité, enfin de pouvoir promouvoir un peu le chiffre d'affaires là-dessus. Mmh. Ok. Merci pour ces quelques témoignages, Quentin. Il y a quelques questions sur le chat, je peux y répondre si tu veux. Exactement, ouais. J'allais te poser la question. Où on remarque. Alors, attends, on va reprendre une question de Selman qui disait pour quelqu'un qui ne fait jamais de livraison, quelle stratégie de livraison est le plus appropriée actuellement vu le contexte? Alors, ça va à mon avis, ça va dépendre un peu de quel genre de restaurant, enfin quelle est la marque du restaurant dans votre ville. C'est-à-dire que si jamais c'est un restaurant qui est super populaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui le connaissent ou des choses comme ça, là, ça peut avoir le coup de contacter donc sur le Uber Eats ou Deliveroo ou alors je sais pas si je crois que c'est les deux plus gros, hein, je pense aujourd'hui, qui pour voir si jamais il y a quelque chose à faire pour pouvoir négocier un peu de communication au début pour pouvoir vraiment qui vous aide à être en avant et voir une exclusivité. Si jamais vous n'avez pas le restaurant, enfin nous c'était pas ça par exemple, mais bon si jamais vous n'avez pas un restaurant qui est super populaire ou des trucs comme ça,
Je pense que la chose la plus importante à faire, c'est de se mettre sur toutes les plateformes de livraison, commencer à communiquer. Le taux de commission va être un peu plus élevé, enfin, va être aux alentours de 30% du chiffre d'affaires TTC. Souvent, les prix vont devoir être augmentés là-dessus. En fait, ça va être, alors je connais pas du tout Deliveroo comment il marche. Uber Eats, c'est une offre, c'est une plateforme où les gens, on peut faire des promotions en fait dessus, sur l'application elle-même. Et donc, c'est-à-dire que pour commencer les 2 premières semaines, il va falloir vraiment faire des promotions tout le temps, c'est-à-dire casser ses marges pour pouvoir démarrer. Une fois que les gens, en fait, il faut savoir que sur ces applications, une fois que vous avez des gens qui ont commencé à commander, sur Uber Eats, je connais pas Deliveroo, mais je pense que c'est pareil. Après, ça va être, vous allez être directement dans leurs favoris. Donc, avoir la même personne en fait une deuxième fois, c'est beaucoup plus simple. Enfin, le plus dur, c'est les 2 premières semaines. Les 2 premières semaines, je vous invite vraiment à casser vos prix, à vraiment casser les marges pour pouvoir récolter le maximum d'utilisateurs et après normalement de clients, pardon, et après vous allez devoir pouvoir marcher là-dessus. Une astuce que je partage, je me permets, merci Quentin pour ces précisions, d'autres restaurateurs avec qui j'ai pu échanger. Certains aussi utilisent effectivement les plateformes, Deliveroo, Uber Eats comme moyen de capter un peu de nouveaux clients, de faire un peu d'acquisition de cette façon. Et après, essaye de les orienter au maximum vers d'autres moyens pour que les clients continuent de commander chez eux, mais sans forcément passer par toujours le modèle où il va y avoir les 30% de commission pris sur le chiffre d'affaires TTC par les plateformes. Donc, notamment, ça peut être une solution de click and collect en propre, par exemple. Hébergé sur un site qui vous est propre, avec vous la possibilité de récupérer la donnée client et de pouvoir forcément beaucoup moins fracasser vos marges, quoi. Top. Et alors, les points sont assez importants. On avait une question de Arnaud. Vous axez les solutions de génération de chiffre d'affaires vers la livraison car tous les intervenants sont restaurateurs. Quid des bars? Avez-vous des projections d'activité pour ce métier? Peut-être Alexis, si tu as un peu de data à ce sujet-là, je ne sais pas de ton côté. Ouais, alors je reprends la question. Vous axez les solutions de génération de chiffre d'affaires vers les livraisons, sont restaurateurs, quid des bars ou des projections d'activité pour ce métier? Moi, très honnêtement, alors on a pas mal de bars en clients. Non, c'est pas la majorité, bien entendu. On est beaucoup sur la restauration plus traditionnelle, on va dire, ou en tout cas en mode fast-food, etc. J'ai pas forcément de données pour le coup. Je pense que ça peut peut-être être l'occasion de rééchanger, Arnaud. Je pense que je peux peut-être trouver quelques pistes de réflexion pour vous. J'avais mis mon mail un petit peu plus haut, donc si vous voulez qu'on essaye de creuser un petit peu plus ensemble, parce que là, j'avoue que tout de suite sur les bars, j'ai pas forcément de pistes là dans l'immédiat. Mais avec plaisir pour échanger. Ok, top. Alors, ok, les taux de commission. Alors, Guillaume demande quel est votre taux de commission en exclusivité avec Uber Eats. Alors, c'est peut-être un peu intrusif. Ouais, alors moi pour là c'est un webinaire qui va être publié ou des choses comme ça. Donc par rapport au contrat, j'ai pas le droit, on n'a pas le droit du tout de pouvoir dire ça, donc je peux pas le partager. Bien sûr, après de toute façon quand il y a l'exclusivité, il y a quelque chose en échange, donc après c'est un peu plus faible. Mais après c'est pas quelque chose non plus. Là je vois après aussi. Selman qui dit 30%, c'est énorme. C'est 30% du chiffre TTC, donc c'est sur la marge, sur le hors taxe, c'est encore plus cher, ça veut dire. Faut faire les calculs. Mais oui, c'est énorme. C'est-à-dire que les prix sur Uber Eats ou des choses comme ça, des restaurants, généralement, ils sont beaucoup plus élevés. Il faut augmenter ses prix pour aller sur Uber Eats ou des choses comme ça. C'est impossible autrement, impossible. Et puis les utilisateurs, ils payent beaucoup plus. C'est pour ça, je pense qu'après, à partir du 11 mai, pour moi, la meilleure solution, ça va vraiment être de faire une partie en livraison et une partie d'essayer de promouvoir vraiment le à emporter la VAE qui elle va être elle nous permet d'avoir des tarifs plus bas, oui. Mais voilà, mais ça aide, ça pour nous, ça nous aide, oui. Après on perd toujours de l'argent alors qu'on a 70% de nos personnes qui sont au chômage partiel et on a perdu que 30% du chiffre d'affaires, donc je veux dire à un certain moment, oui, la structure de coût est complètement différente, donc ça nous aide, ça nous permet de perdre moins d'argent et surtout de continuer à garder notre clientèle, mais après c'est pas non plus c'est pas les Dorado du tout. D'accord.
Et je vois une petite question d'Amand pour Alexis. Est-ce qu'il y a un click and collect qui s'intègre directement sur la caisse Tiller? Alors, j'allais y venir dans les dans la prochaine slide, hein, sur un petit peu ce que peuvent proposer certains acteurs du digital, notamment Agicap et Tiller, là, pour la suite. Là, on est en train de développer effectivement un partenariat. Donc, c'est aussi valable pour les personnes qui sont intéressées, qui utilisent les différentes plateformes de livraison. On est en train de mettre en place un partenariat avec un acteur qui s'appelle Deliverect, qui est en mesure donc d'agréger les différentes plateformes de livraison sur une caisse enregistreuse, sur Tiller donc, et avec qui on est en train de mettre en place une offre un petit peu exclusive de click and collect pour permettre non seulement, si vous souhaitez pousser vos produits issus de la caisse sur les plateformes, sur Deliveroo, sur Uber Eats, également la possibilité pour vous de pouvoir pousser les produits sur une page qui vous est propre, qui est en marque blanche et sur laquelle vous n'avez pas de commission. Voilà, donc c'est effectivement prévu, ça va sortir très prochainement. La communication se fera, à mon avis, deuxième quinzaine de mai. Voilà. Ok, top. Alexis, je te laisse embrayer aussi sur la slide notamment dont tu parlais avec les différentes ressources, parce que je vois le temps qui passe. Bien sûr, bien sûr. Alors très rapidement là-dessus, en plus de cette solution que je viens de vous expliquer, Tiller aussi, on a décidé de mettre en place une plateforme sur notre site. Alors je vous ai mis le lien, vous l'aurez dans la présentation qu'on vous transmettra, pour avoir tout plein de ressources en fait pendant le confinement, pendant la crise plus générale, on va dire, du Covid, avec les nouveautés en direct sur les annonces du gouvernement. On met en place dessus, on essaie de rassembler tout ce qui peut être des astuces utiles pour vous, des trucs à déployer facilement, des aides, des astuces, des articles. On essaie vraiment de mettre quelque chose d'assez large, notamment si j'ai cru voir des questions sur la mise en place d'un service de livraison ou de vente à emporter dans l'établissement. On a mis vraiment les astuces et les points sur lesquels être très vigilant pour pouvoir le faire, tout en étant sûr et certain de maintenir la sécurité des salariés, des équipes et des clients et des livreurs également qui viennent récupérer les commandes. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est accessible pour tout le monde et toutes les ressources sont gratuites. Voilà. Ok, top, hyper intéressant. Et du côté d'Agicap, c'est un petit peu pareil. On a créé un Slack qui s'appelle Cash is King, lieu d'entraide. Pour le coup, vous pouvez vraiment aller poser toutes vos questions, échanger avec d'autres restaurateurs, d'autres dirigeants qui peuvent avoir des problématiques similaires aux vôtres, et bien entendu aussi partager tous vos bons plans et partager aussi votre expérience finalement pour que côté aussi se sentent un peu moins seuls et travailler de manière intelligente tous ensemble. Voilà, donc c'est gratuit, n'hésitez pas à le rejoindre et il y a un filtre, donc pas de démarchage commercial ou autre sur cette plateforme, donc vous êtes à l'abri. Voilà, du coup, si vous avez peut-être encore une ou deux dernières questions, après on est un petit peu au-dessus du timing prévu initialement. Si jamais on peut les traiter là, après, bien entendu, je vais vous laisser mon mail également à la fin, comme l'a fait Alexis. Si jamais vous avez des questions qui restent par rapport à ce qu'on a évoqué ou par rapport à même les différents produits, les solutions qu'on a ou par rapport à votre activité, enfin bref, des questions, tout type de questions, on est dispo pour y répondre si vous avez quoi que ce soit. Je vois pas de questions qui s'ajoutent, on va clôturer le webinaire, je pense. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Quentin pour ton intervention hyper pertinent et merci Alexis aussi pour toute ton expertise. Merci à tous les deux. Merci pour l'invitation Frédéric et merci Quentin pour les superbes témoignages. Ouais, merci pour l'invitation. Je suis sur la communauté Cash Scheme, donc s'il y en a qui veulent parler après, on peut se parler dessus. Je regarderai sur Tiller ce qu'il donne aussi. Magnifique. Super, avec plaisir en tout cas. Merci à tous pour vos questions et puis à très bientôt. À bientôt. Allez, au revoir, merci. Prenez soin de vous.